l'IA va révolutionner la façon de faire la science. Pourquoi on invente la physique quantique au début du XXe siècle? Parce qu'il y a un certain nombre de faits que les physiciens ne savent pas expliquer. Je n'aime pas du tout l'expression vérité scientifique. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des grands entretiens d'Anne Rosenchère. Anne Rosenchère, c'est moi. Et tous les 15 jours, j'interroge pour vous une personne pertinente sur un sujet en particulier. La plupart des journalistes sont très fiers d'expliquer qu'ils étaient nuls en maths et en physique et en sciences quand ils étaient au lycée. Et je pense que ça contribue considérablement à dévaloriser l'idée que la science est une culture. Pour cette nouvelle édition, je reçois le grand physicien Alain Aspect. Les Français l'ont découvert à l'automne 2022 quand il a reçu le prix Nobel pour ses recherches sur l'intrication quantique. Et immédiatement, il a séduit le grand public. Son livre « Si Einstein avait su » est d'ailleurs un succès en librairie. Ah, si, un détail très important. La gare de l'épée est une ellipse qui rappelle les trajectoires des planètes et des astéroïdes. Et j'ai gravé 2 numéros à l'intérieur. Le numéro de l'astéroïde attribué à mon professeur de physique, Maurice Hirsch. J'ai réussi à lui faire attribuer un astéroïde à Maurice Hirsch. Nous avons 1000 questions à lui poser. Y a-t-il une crise de la science en France? Quel rôle vital joue l'école? Où en est-on de la confiance de la société envers les scientifiques? Pour répondre à ces questions et à d'autres, Alain Aspect est avec nous, avec vous, dans la rédaction de l'Express. Installez-vous, ça commence. Alain Aspect, bonjour. Bonjour. Alors on vous sait bien entendu prix Nobel, mais depuis peu vous êtes aussi immortel, puisque vous êtes entré en avril dernier à l'Académie française et vous avez bien sûr contribué à cette tradition de fabriquer une épée, enfin de faire fabriquer une épée avec les symboles qui vous représentent ou qui vous tiennent à cœur. Et je voulais que vous nous parliez d'un de ces symboles qui ne figure pas sur l'épée elle-même, mais sur son fourreau. Vous y avez fait graver une devise. Quelle est-elle et pourquoi ? Alors cette devise, c'est « Nous les maîtres d'école » parce que je voulais rendre hommage aux instituteurs qui, je pense, sont essentiels dans notre société. En tout cas, en ce qui me concerne, mon institutrice de cours moyen a certainement contribué à me donner le goût de la science. Et j'ai cherché une devise assez courte pour pouvoir la mettre sur l'épée. Finalement, j'ai trouvé ce titre d'un livre de Jacques Ozouf, l'historien, oui, qui est un recueil de témoignages d'instituteurs, les fameux hussards noirs de la République, instituteurs de la Troisième République, au début du XXe siècle. Et c'est un livre passionnant qui montre combien ces gens croyaient à l'éducation. Je me considère comme un maître au sens où je suis autant professeur que chercheur et où encadrer les jeunes thésards m'a toujours semblé dans le rôle de mentor aussi, comme on dit. Donc, cette devise, c'est ma revendication à l'appartenance à la tribu des maîtres d'école au sens large. D'accord. Ben justement, ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'école, qui est au centre de tout. Vous êtes un scientifique, un amoureux de la science, vous la défendez et l'école, on le dit, française, forme peut-être de moins en moins, en tout cas dans les sciences et en tout cas dans les mathématiques, où on voit le niveau, selon les classements nationaux et internationaux, documentent que le niveau baisse. Est-ce que c'est au centre de tout ? Et quel est le problème pour vous ? Où est-ce que ça pêche ? Je pense que le problème, c'est le fait qu'à la différence de la formation des instituteurs d'autrefois, qui avaient une vraie formation pluridisciplinaire. Je sais que mes parents étaient instituteurs, j'ai entendu dire. C'était aussi important pour eux d'apprendre les mathématiques, des mathématiques simples, mais d'apprendre les mathématiques, d'apprendre la physique, d'apprendre les sciences naturelles, et puis de maîtriser la grammaire, l'analyse logique, et puis l'histoire, la géographie. Enfin, mais ça a changé, ça ? Ça a totalement changé, puisque pendant je ne sais pas combien d'années, mais de trop longues années, on a recruté les professeurs des écoles, puisqu'il ne faut plus dire instituteurs, on a recruté les professeurs des écoles avec un master qui pouvait être un master monodisciplinaire. Et
l'expérience a montré qu'en général, c'était de pur littéraire. Et lorsqu'on a affaire à de pur littéraire, eh bien, on a le problème que lorsqu'ils doivent enseigner des notions de sciences et les mathématiques à l'école primaire, très souvent, ils sont mal à l'aise avec ça. Donc, les élèves vont le ressentir. Et ça m'amène à un point dont on reparlera peut-être. Comme une majorité aujourd'hui des professeurs des écoles sont des dames, voilà un mauvais modèle pour les filles, parce que si l'institutrice, la professeure des écoles, est mal à l'aise devant les sciences, les filles vont le ressentir. Et je pense que c'est un mauvais rôle modèle. Alors je crois qu'on a aujourd'hui une réforme qui est en cours, qui vise à donner justement aux professeurs des écoles une formation beaucoup plus pluridisciplinaire. Et je pense qu'il est temps d'y revenir. J'ai l'impression que c'est la cause principale. Alors la deuxième cause, à mon avis, c'est que la volonté de faire suivre les mêmes cours à tout le monde a quand même, dans un certain sens, empêché... Vous voulez dire dans les niveaux supérieurs, voilà, dans le lycée, dans le lycée, a empêché ceux qui ont une appétence particulière pour les sciences d'être suffisamment nourris, si j'ose dire. Moi, il me semble que un bon enseignement scientifique, c'est un enseignement de base pour tout le monde. On va parler de culture scientifique. Et ensuite, pour ceux qui ont une appétence particulière, il faut des cours plus exigeants, du même genre que ceux que moi j'ai reçus lorsque j'étais au lycée. Eh bien, en sciences, on avait en maths et en physique, on avait vraiment des cours exigeants parce qu'on avait choisi la filière scientifique. Je pense qu'il ne faut pas l'imposer à tout le monde. Par contre, il faut l'offrir à ceux qui en ont envie et qui l'aiment. Et on a parlé donc des causes, parlons aussi des conséquences, parce qu'en fait, parfois, certains disent oui, non mais il faut arrêter de se braquer sur les maths, c'est un élitisme, c'est un peu exagéré, il n'y a pas besoin d'avoir un très grand niveau. Qu'est-ce qu'on perd quand le niveau en maths général, moyen des élèves, puis des futurs citoyens, baisse ? On perd la maîtrise du langage commun à toutes les sciences. Les mathématiques, c'est le langage de la science. Alors, il y a quand même eu un problème. On va remonter à la réforme Lagarrigue, où on a voulu imposer... On en revient à ces pauvres instituteurs. On a voulu leur imposer d'enseigner ce qu'on appelle les maths modernes. Et moi, j'en parle avec mes collègues mathématiciens à l'Académie des sciences. Ils sont d'accord avec le fait que ça, c'était une grosse erreur. En maths, il faut distinguer deux choses. Les mathématiques outils, qu'il faut enseigner à tout le monde. Et puis, les mathématiques pure, abstraite, etc. Et là, je reviens à ma définition ou à ma proposition précédente, c'est-à-dire ces mathématiques plus abstraites, plus avancées, il faut l'offrir à ceux qui en ont le goût. Mais les mathématiques outils, autrefois les tables de multiplication, bon aujourd'hui on a des calculettes, mais je veux dire les mathématiques outils, il faut l'offrir à tout le monde parce que c'est le langage commun à toutes les sciences, y compris sciences économiques et sociales. D'accord. Et alors, parlons maintenant plus généralement de la science dans la société. On a beaucoup dit ces dernières années, notamment pendant le Covid, mais ça remontait même à avant, qu'il y avait de plus en plus de défiance de la société vis-à-vis de la science et des scientifiques. Est-ce que vous le constatez et si oui, à quoi est-ce dû selon vous ? Alors, je suis bien incapable de savoir si cette défiance a augmenté ou pas. Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui avaient une grosse défiance pour la science. Je ne sais pas si vous connaissez les statistiques sur ce sujet. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand je me trouve face à un public, je considère que dans ce public, il y a 3 catégories. Il y a les amoureux de la science, ils sont venus m'écouter, et ceux-là, il faut que je leur fasse plaisir en racontant des choses. Il y a ceux qui sont totalement sceptiques. Alors, il y en a peut-être certains qui sont venus par curiosité pour voir un prix Nobel, mais ils sont totalement sceptiques. Et à la limite, ceux-là, je peux rien pour eux. S'ils sont vraiment hostiles, je peux rien pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire qu'ils disent, oui, la science, ça apporte un certain nombre de choses, mais quand même, alors c'est à ceux-là que j'ai envie de parler. Et de ce point de vue, j'ai entendu que dans les cours de médecine, eh bien, on apprend un peu la même chose aux médecins généralistes sur les vaccinations. On leur dit, quand vous avez des anti-vax, ne perdez pas votre temps et ne vous énervez pas avec eux.
gardez votre énergie pour ceux qui ont un doute, pour leur expliquer pourquoi c'est bien de se vacciner. Et j'ai un petit peu la même approche vis-à-vis du public qui est devant moi. Alors, qu'est-ce que je peux leur dire à ceux-là, ceux qui sont dans la catégorie du milieu? Eh ben, si on parle du Covid, je peux leur dire, mais attendez, le Covid, c'est extraordinaire. On a réussi, en 1 an, à faire un vaccin, alors que la norme jusque-là, c'était 10 ans. Et ça, c'est grâce à la science. C'est grâce à Katalin Karikó, qui a travaillé pendant 30 ans sur un sujet de recherche fondamentale qu'on lui déconseillait de choisir parce qu'apparemment, il n'y avait aucune application. Il n'y avait pas de débouché, l'ARN. Et puis, d'un seul coup, en s'appuyant sur ces 30 ans de travaux, on arrive à faire un vaccin comme on n'a aucun exemple de ça dans l'histoire de l'humanité. Et puis, de façon plus générale, je leur dis, attendez, si moi, septuagénaire, je vis aussi bien que mes parents lorsqu'ils étaient sexagénaires, c'est bien grâce au progrès de la science en général. Alors, vous allez me dire, la médecine et la pharmacie. Oui, mais la médecine et la pharmacie ont bénéficié de toutes les avancées de la science. Oui. D'ailleurs, on confond un peu souvent... J'imagine que d'ailleurs ça revient dans vos discussions avec ces gens du milieu, on va dire, science et vérité scientifique, tout ça sont des notions qui se mélangent. Genre, on fait comme si la science avait des vérités révélées, ce qui n'est pas exactement le cas. Absolument. Comment se passe la démarche? Ni révélée, ni pas révélée. Moi, je n'aime pas du tout l'expression vérité scientifique. Pour moi, parce que vérité laisse entendre quelque chose d'absolu. Alors peut-être dans les mathématiques, et encore, dans les mathématiques, on sait bien que parfois, en s'écartant d'une vérité absolue, par exemple le fait que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, on sait bien que si on s'écarte de ça, on arrive à construire une nouvelle géométrie qui est intéressante, qui est intéressante pour la relativité, etc. Mais bon, laissons de côté les mathématiques. Pensons essentiellement à la physique. En physique, ce que nous avons, ce sont des théories établie et qui résulte d'un consensus. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'une nouvelle hypothèse est émise, qui va conduire à une nouvelle théorie, généralement, il y a des débats. Il y a des opposants à ça. Mais au bout d'un certain temps, la méthode scientifique permet à la majorité des gens qui participent au débat de tomber d'accord sur un consensus. Lorsque ce consensus est là, on a un nouvel élément qui permet de faire un pas de plus. S'il y a une chose qui m'horripile, c'est d'entendre dire « la science, c'est le doute ». Non, la science, c'est le doute pendant cette phase où on est en train d'explorer de nouvelles pistes et on a des débats. Mais une fois que le consensus est établi, la science, c'est un socle solide pour aller plus loin. Oui. Ce qui n'est pas évident à faire comprendre dans les périodes de mass média. Ça a quand même transformé le débat sur la science. C'est-à-dire que tout le monde donne son avis de temps en temps. Oui. Vous allez avoir, vous qui faites de la mécanique quantique, des gens qui se mettent à parler de mécanique quantique. Oui, je pourrais citer des exemples, mais on ne va pas donner de nom. D'accord, ne soyons pas polémiques. C'est quelque chose qu'il faut se réapproprier, cette démarche, les réalités de la démarche scientifique, dans un monde où désormais tout le monde parle. Alors on va peut-être élargir le débat. Je pense que la seule solution, c'est d'avoir recours aux experts. Mais cela me permet d'aller plus loin quand on pense à toutes les fake news, etc., ce qui est un vrai problème. Je crois que la solution, c'est ce que j'appelle les tiers de confiance. C'est-à-dire, il va falloir qu'il y ait des sites de journalistes qui garantissent que normalement, les journalistes garantissent... Normalement, c'est notre travail, mais avoir des vrais sites que j'appelle des tiers de confiance. Et dans le domaine de la science, le tiers de confiance, eh bien, on va dire, c'est l'Académie des sciences, mais ce sont les experts du domaine, les experts reconnus. Parce qu'il ne faut pas croire que la science est un domaine figé où les gens ne veulent aucune évolution. Au contraire, nous sommes friands d'avancées, de nouveautés. Mais il faut les vérifier et il faut que le consensus s'établisse sur le fait que oui, ça c'est une vraie avancée. Alors justement, une question, parce que vous défendez que la science est aussi une culture. Oui. Est-ce qu'on a perdu cette notion-là ou est-ce que ça continue quand même ?
Ah non, non, je crois que notre société est épouvantable de ce point de vue-là. Alors la responsabilité, elle est double. D'abord, j'ai déjà parlé du fait que les maîtres, les professeurs des écoles n'ont plus cette culture pluridisciplinaire. Moi, mes instituteurs valorisaient énormément la science. Hein. Alors Pasteur, Einstein, c'était vraiment leur héros, si vous voulez. Et puis, je m'adresse à une journaliste. Je pense que la plupart des journalistes sont très fiers d'expliquer qu'ils étaient nuls en maths et en physique et en sciences quand ils étaient au lycée. Et je pense que ça contribue considérablement à dévaloriser l'idée que la science est une culture, puisque nous avons des gens qui apparaissent comme cultivés, qui sont des leaders d'opinion et qui se glorifient d'avoir été nuls en sciences quand ils étaient à l'école. Je pense que vous portez une lourde responsabilité. Alors, pas vous en particulier, le vous en tant que professionnel. J'entends les critiques. J'entends trop à la télévision, encore une fois, des gens se glorifier. Est-ce qu'on entend des gens se glorifier d'avoir jamais entendu parler de Victor Hugo, Goethe ou Shakespeare? Non, jamais. Tandis qu'on entend des gens se glorifier d'avoir été nuls en maths et en physique. Je pense que ça fait partie de la mauvaise ambiance. Et alors, quand on va regarder les pays d'Asie, la Chine, l'Inde, la Corée, voilà des endroits où la culture est extrêmement valorisée. Il ne faut pas s'étonner de leur succès dans le domaine des technologies aujourd'hui. Est-ce que ça va de pair avec, je dirais, le fait que l'image même du scientifique, la figure du scientifique, s'est un peu étiolée dans l'imaginaire national? C'est-à-dire que, comme vous dites, avant, il y avait quand même pas une glorification, mais une énorme admiration pour les scientifiques, pour les grands scientifiques qui ruisselaient sur les chercheurs contemporains. Oui. Aujourd'hui, la figure du chercheur contemporain n'est pas... Alors, elle est sympathique, elle est aimée, mais elle n'est pas glorifiée, en tout cas. Ben, je crois qu'on le considère comme tellement différent de la culture habituelle qu'on regarde ça un peu comme un animal rare. Et je pense que l'erreur est là. Encore une fois, il faut en revenir au fait que normalement, la science fait partie de la culture. Il n'y a pas de raison d'être analphabète en science. Je crois qu'il faut... Alors, il y a un autre phénomène que je ne sais pas expliquer, c'est le fait que les meilleurs élèves en sciences... La plupart d'entre eux, ensuite, partent dans le business, si j'ose dire, dans les mathématiques financières, dans des choses comme ça. Il me semble que dans ma génération, l'idéal pour un bon élève en maths ou en physique, c'était d'aller vraiment vers la recherche. Je ne dis pas forcément la recherche pure. Hein. Moi, j'ai une grosse appétence pour la recherche appliquée, mais pour la recherche elle-même, mais pas pour des fonctions de management. Et alors, aux États-Unis, c'est le même problème, sauf qu'aux États-Unis, ils résolvent le problème comment? En important massivement des Indiens et des Chinois. Et c'est les Indiens et les Chinois qui font la science aux États-Unis. Et nous, on n'a pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de déclassement des moyens? C'est-à-dire que les moyens... quel est l'état de la recherche aujourd'hui? Est-ce qu'on paye assez les scientifiques, les chercheurs? Non, incontestablement, on ne les paye pas assez, mais on ne les paye pas assez quand j'étais jeune et on a quand même fait ce métier. Donc, c'est sûrement une partie du problème. Alors, c'est quand même une partie du problème, soyons concrets. À Paris, le prix des logements est tel qu'un chercheur avec un salaire de chercheur ne peut pas se loger à Paris. Donc ça, c'était pas vrai il y a 50 ans. Moi, tous les, entre guillemets, vieux professeurs que je connais, ils se sont tous achetés un appartement au quartier latin ou ailleurs. Aujourd'hui, ça apparaît strictement impossible. Donc cette question de salaire ne doit pas être sous-évaluée, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment cette espèce d'image dans la société. Je pense qu'il y a moins... Comme vous l'avez dit, moins d'admiration pour la figure du chercheur. Du chercheur. Quand je parlais de moyens, il y a la question du salaire dont on parlait, il y a aussi les questions des moyens mis à disposition. Moi, j'ai interrogé beaucoup de chercheurs qui me disaient que notamment la part désormais quasiment bureaucratique pour essayer d'obtenir des financements était devenue quelque chose de totalement dévastateur.
ils n'ont pas fait ce métier, entre guillemets, pour passer un mi-temps sur du remplissage de formulaires, quoi. Oui, alors, il y a deux questions différentes. D'abord, le montant. Le montant des moyens est insuffisant. Mais bon, il n'est pas nul quand même. Or, nous connaissons la situation budgétaire de la France. Qui suis-je pour dire que la recherche est une priorité absolue par rapport aux hôpitaux, par rapport à l'école primaire, hein, je veux dire, donc je pense qu'il ne faut pas rêver, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut avec les crédits que nous avons. Alors la question de la bureaucratie, là encore, les journalistes portent une partie de la responsabilité. Parce qu'il faut voir d'où vient cette bureaucratie. Elle vient du fait que les gens à tous les niveaux veulent se couvrir. Parce qu'ils sont toujours sous le risque d'une enquête journalistique ou d'une enquête parlementaire. On passe son temps à chercher à démontrer que les gens se sont pas tout à fait bien comportés. Dans les sciences aussi Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il y a toujours un soupçon. Et s'il y avait un conflit d'intérêts? Et s'il y avait ceci? Et il faut remplir des tas de formulaires. Autrefois, je parle comme un vieux, je suis un vieux. Autrefois, on avait une grande liberté et il y avait des contrôles a posteriori. Si on avait fauté, on pouvait se faire sanctionner. Aujourd'hui, il y a des contrôles a priori surtout. Le pompon, c'est l'Europe. Moi, j'ai bénéficié de crédits européens. Entre parenthèses, la misère de notre recherche est quand même compensée par la possibilité d'avoir des crédits européens qui permettent aux laboratoires français quand même de ne pas couler. Mais le pompon, c'est au niveau européen. La bureaucratie européenne, et encore une fois, c'est la faute de personne. C'est la faute du fait que quand vous avez je ne sais plus combien d'États et que chacun arrive à ses normes et qu'on ajoute toutes les normes, il faut respecter les normes de tout le monde. Alors c'est affreusement compliqué. D'accord. Donc et à Bruxelles, alors ils sont totalement paranoïaques sur les risques de conflit d'intérêts. Quand j'étais dans une commission pour évaluer un panel, comme on dit, à Bruxelles, le simple fait que j'étais au CNRS, on voulait m'empêcher d'évaluer tous les labos CNRS de France et de Navarre, comme si j'étais dans le même laboratoire que ces gens-là. Il y a une paranoïa terrible sur le conflit d'intérêts. Bon, il faut vivre avec. Alors, puisqu'on en est au diagnostic de ce qui va et de ce qui ne va pas, quand vous allez, j'imagine que parfois pour des symposiums, pour des échanges, vous allez aux États-Unis ou en Asie ou en Chine, peut-être êtes-vous allé. Qu'est-ce qui vous marque dans la différence, je dirais, de comportement des politiques et des sociétés, parce qu'on n'a pas encore parlé du pouvoir politique, vis-à-vis de la science, du rapport à la science fondamentale et appliquée? On en a déjà parlé. Je veux dire, il y a un enthousiasme incontestable dans ces pays émergents. Pourquoi ? Parce qu'ils y projettent quelque chose de l'avenir, de la puissance. Oui, je pense pour la même raison qu'il y a un siècle, il y avait chez nous, basé sur les Lumières, etc., les instituteurs, ils avaient une croyance dure comme du fer, si j'ose dire, héritée des Lumières, que la science garantissait un progrès pour l'humanité, ce qui est vrai, encore une fois. Il suffit de regarder l'allongement de la durée de vie et l'allongement de la durée de vie en bon état, en pouvant profiter de la vie. Je veux dire, il y a strictement aucun doute. Eh bien, on a perdu cette foi, si j'ose dire, dans la valeur de la science et de la technologie. Parce que j'insiste, moi j'aime beaucoup les applications de la science. Je peux, juste au passage, je ne suis pas sûr qu'on va en reparler, donc j'en profite pour le caser. Physique quantique. Oui. Pourquoi on invente la physique quantique au début du XXe siècle? Parce qu'il y a un certain nombre de faits que les physiciens ne savent pas expliquer. Par exemple, le fait que la matière, cette table, est stable. Parce qu'ils savent que la matière est formée de charges positives et négatives, que les charges positives et négatives s'attirent, dont la matière devrait s'effondrer sur elle-même. Pourquoi elle ne s'effondre pas? Eh bien, il faut inventer cette théorie très compliqué à inventer, qui est la physique quantique, pour comprendre que la description au niveau microscopique n'est pas la même que celle à notre échelle. Donc tout ça apparaît comme un simple jeu de l'esprit. Sauf que des gens essayant de comprendre le déplacement des électrons, la propagation des électrons dans des matériaux qu'on appelle des semi-conducteurs, vont avoir l'idée géniale d'inventer le transistor. D'autres physiciens, essayant de comprendre comment la lumière est absorbée et émise par la matière,
toujours en utilisant la physique quantique, vont inventer le laser. Et tout ça nous donne la société de l'information et de la communication. Parce que qui dit transistor dit circuit intégré. Qui dit circuit intégré dit ordinateur. Quant au laser, c'est les autoroutes de l'information avec les fibres optiques. Donc, au départ, c'est une pure curiosité scientifique. Et puis, il y a des applications. Et ces applications ne sont pas faites par un bricoleur dans un garage. Elles sont faites par les meilleurs physiciens de l'époque qui essayent d'appliquer la nouvelle théorie à la matière qu'ils ont sous les yeux. Donc, pour moi, je ne dissocie absolument pas la technologie de la science. Et peut-être qu'il faut quand même revenir là-dessus, parce que ça fait 2 fois, que ce soit par rapport à la mécanique quantique ou à la physique quantique, et par rapport à l'ARN dont vous nous parliez avant, il y a quand même cette culture dans la science que, au départ, on peut travailler sur des choses dont on ne sait pas du tout si elles mèneront à quoi que ce soit. Oui. Il y a le modèle aux États-Unis de ce qu'ils appellent la DARPA, les agences de défense. Ils revendiquent un taux d'échec. Ils investissent des milliards dans des projets où déjà, si c'est pas extrêmement ambitieux, c'est non. C'est-à-dire que si c'est pas risqué, c'est non. Et ils revendiquent un taux d'échec de 9 sur 10. C'est-à-dire que c'est leur taux revendiqué. Ce rapport, en fait, entre ce qu'il faut investir dans une recherche fondamentale dont on ne sait pas si elle aboutira un jour sur quoi que ce soit, et finalement le 10% qui va y aboutir, est-ce que c'est une culture qu'on a encore, ou est-ce que justement les histoires de restrictions budgétaires, etc., auxquelles on est soumis, bien évidemment, l'amputent un peu? Non, je crois que dans la recherche publique, on continue à avoir cette culture. Si vous prenez l'Agence nationale de la recherche, qui finance la recherche, elle a vraiment une partie de ses programmes qui est ce qu'on appelle ouvert, et puis au blanc, des recherches blanches, enfin des projets blancs, c'est-à-dire vraiment ouverts, et puis une partie qui est orientée. Mais ça, moi, ça me choque pas du tout. Que le gouvernement ou l'État, qui donne un certain nombre de crédits, dise « je veux qu'une partie de mes crédits soit utilisée pour développer l'intelligence artificielle ou les vaccins ou autre chose », je suis pas choqué. Dès l'instant où il y a une certaine fraction des crédits qui va vers de la recherche totalement ouverte. Vous avez la même chose au niveau de l'Europe. Oui, mais la fraction, excusez-moi, en France et en Europe, elle est bien moindre qu'aux États-Unis. Vous diriez pas ça? J'allais vous parler de l'Europe. Dites-moi. Au niveau de l'Europe, vous avez les crédits qui sont donnés par la Commission de façon générale, qui normalement sont ciblés. Mais ils sont quand même pas trop regardants. Je peux vous dire que les chercheurs sont parfaitement capables d'habiller avec des applications long terme des sujets de recherche long terme. Et puis vous avez le ERC, Conseil européen pour la science, qui lui est ouvertement pur. J'ai bénéficié d'un tel contrat, et puis j'ai été ensuite dans les comités qui donnent de tels contrats. L'idée, c'est vous proposer ce que vous voulez, à condition que ce soit totalement disruptif. Donc l'idée, c'est high risk, high potential gain. C'est la DARPA, en fait, c'est la même chose. High risk, high potential gain. Alors, les crédits sont bien moins importants que ceux de la DARPA. Mais cette culture n'est pas perdue. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, Alain Aspect, à un jeune qui, aujourd'hui, voudrait se lancer dans la science? Est-ce que, par exemple, l'IA va révolutionner la science et ouvrir le champ des possibles, par exemple? Alors ça, c'est une question qu'on va traiter séparément de ce que je vais dire à un jeune. Oui, l'IA va révolutionner la façon de faire la science parce que c'est un outil extraordinaire. Mais de la même façon que les ordinateurs ont révolutionné la façon de faire de la science. Maintenant, jusqu'où ça va la révolutionner? Parce que les ordinateurs ont eu beau révolutionner la façon de faire la science, je dirais qu'intellectuellement, les processus sont restés les mêmes. La vraie question, c'est est-ce que l'IA va aller jusqu'à modifier le processus intellectuel? Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Mais je pense que ce n'est pas complètement exclu. J'espère que non. Ça, ce serait dans quel sens, excusez-moi? Eh bien, ce serait dans le sens qu'on n'aurait plus besoin du coup de génie d'un Galilée ou d'un Newton qui, à un moment donné, a l'idée géniale et qui ensuite va se révéler fructueuse et donner... Et si l'IA... L'épiphanie, quoi. Et si l'IA était capable d'avoir de telles épiphanies? Jusqu'à présent, on n'en a pas d'exemple. Mais et si l'IA était capable d'un seul coup de faire émerger un concept totalement nouveau auquel personne n'a pensé?
Jusqu'à présent, on n'en a pas d'exemple. Mais c'est une question ouverte. Mais en tout cas, dans la vie quotidienne du chercheur, c'est une révolution. Par exemple, plus personne ne fait son programme d'ordinateur au laboratoire. Pour brancher un appareil sur l'ordinateur, avant, il fallait faire le programme. Maintenant, on demande à l'IA de fabriquer le programme. Donc, mais la révolution a été très importante avec les ordinateurs. À partir du moment où on avait un ordinateur qui était capable de résoudre des équations et des choses comme ça a aussi beaucoup modifié notre façon de travailler. Donc, c'est un outil extraordinaire qui va sans doute révolutionner la façon de travailler au moins autant que l'ordinateur. La vraie question, est-ce qu'il va y avoir un changement qualitatif de nature ? Jusqu'à présent, on n'en a pas d'exemple, mais pourquoi pas ? Et là, dans ces cas-là, c'est vertigineux. Oui, il faudra que la société s'adapte. Mais après tout, la société s'est adaptée à l'invention de l'écriture, s'est adaptée à l'invention de l'imprimerie, s'est adaptée à l'invention de l'ordinateur, donc elle devra s'adapter. Et alors, à ce jeune ou à cette jeune femme, ce jeune homme ou cette jeune femme qui voudrait faire des sciences aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais d'une part que c'est intellectuellement tellement intéressant que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et puis que par ailleurs, il a quand même une chance de contribuer à la solution des problèmes qui se posent à la planète, il y en a quelques-uns. Et il y en a beaucoup. Je lui dirais qu'en travaillant dans la science, il a une chance de contribuer à la solution des problèmes. Et qu'en plus, c'est une vie de plaisir. Ah oui, c'est une vie de plaisir, absolument. Et alors, on va parler de la science, mais on va parler là aussi de vos travaux à vous. Sur votre épée d'académicien dont je parlais au début, vous avez fait graver les visages de Einstein et de John Bell, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les béotiens qui nous regardent ou qui nous écoutent, et puis pour celles qui vous posent des questions aussi, à travers eux, quelle est la querelle, le débat scientifique que vous avez tranché, vous, et qui vous a valu ce prix Nobel ? Alors, le débat était un débat entre Albert Einstein et Niels Bohr. Albert Einstein, l'un des vrais pionniers de la physique quantique, et jusqu'à un certain point du développement de la physique quantique. Et Niels Bohr, je dirais la figure tutélaire qui, à partir d'un certain point, a regroupé autour de lui, à Copenhague, l'ensemble des gens qui ont fait avancer jusqu'au point où ça a été une théorie bien établie. Et là, Einstein s'était déjà un petit peu retiré du jeu. Alors, pourquoi Einstein s'était-il retiré du jeu ? Parce que autour de Niels Bohr, ce qu'on appelle l'école de Copenhague, avait une interprétation de la physique quantique. Je fais une parenthèse. Les résultats de la physique quantique s'expriment par des probabilités. Grosso modo, une question en physique quantique, c'est si je mesure l'énergie des atomes, qu'est-ce que je peux avoir ? La réponse est, je peux avoir la valeur numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3, pas n'importe quelle valeur. C'est pour ça qu'on dit quantique. C'est parce qu'il y a un nombre fini de valeurs. Qui plus est, dans tel état quantique, on a une probabilité de 30% d'observer la première valeur, 40% d'observer la deuxième valeur, etc. Le fait que ça s'exprime par des probabilités conduisait Einstein à penser qu'il y avait une théorie sous-jacente dont la physique quantique ne serait qu'une sorte de statistique. C'est sa fameuse phrase « Les dieux ne jouent pas au dé » ou pas ? Par exemple, oui, on exagère beaucoup sur cette phrase, mais grosso modo, c'est ça. Et Niels Bohr, lui, pensait que la physique quantique était la description ultime du monde. Mais là, on entre dans la philosophie. C'était la conception philosophique du monde de Bohr qui le conduisait à penser qu'il était vain de chercher une description en dessous. D'accord. Et ce débat entre Bohr et Einstein, qui a duré toute leur vie, était un débat qui apparaissait totalement épistémologique, philosophique, sans aucune conséquence sur la pratique de la science. Donc, la majorité des physiciens actifs dans leur réalité, dans leur activité quotidienne, ne s'y sont pas vraiment intéressés. Sauf vous. Non. Sauf John Bell, en 1964. Donc, le débat débute dans les années 20, mais mon sujet démarre avec un article d'Einstein avec ses collègues Podolsky et Rosen en 1935. Et ce débat, donc sur l'intrication, dure toute leur vie. Einstein meurt en 1955, Bohr meurt en 1962. Rien ne s'est passé jusque-là. C'est-à-dire aucun n'a réussi à convaincre l'autre. 64, John Bell fait une découverte extraordinaire. En suivant le point de vue d'Einstein, dont je ne rentre pas dans les détails, il démontre que
certaines mesures sur des états intriqués vont aboutir à des résultats en désaccord avec ce que prévoit la théorie quantique. Donc si on suit Einstein, on arrive à un désaccord avec la physique quantique qui jusque-là était totalement adoptée par Einstein. Einstein croyait parfaitement aux calculs quantiques. Il voulait les interpréter différemment. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce n'était que de la philosophie et de l'épistémologie. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que, eh bien, si on suit Einstein, il y a un moment où on est en désaccord avec les prévisions du calcul quantique. Alors ça, Einstein ne le savait pas. D'ailleurs, d'où le titre de mon livre, si Einstein avait su. Einstein ne savait pas. S'il avait su, s'il avait connu le théorème de Bell, et puis les résultats des expériences, on ne sait pas ce qu'il aurait dit. Donc, je reviens à ça. Ce que John Bell découvre, c'est la possibilité de trancher par une expérience. Et donc, eh bien, John Clauser a fait, je dirais, la première expérience qui s'approchait du schéma suggéré par John Bell, et mon équipe à l'Institut d'optique a fait une expérience plus sophistiquée que celle de Clauser, plus proche du schéma sur lequel raisonnait John Bell. J'ai compris. Et voilà, alors vous allez me dire, pourquoi pas Bohr ? Bah oui, mais pourquoi il est absent de votre épée, ce pauvre Niels Bohr, qui est quand même grand physicien ? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que j'ai trop de symboles sur mon épée, et si je ne pouvais en choisir que deux, pour moi c'était Einstein, parce qu'Einstein est pour moi le maître absolu. Je veux dire, chaque fois que je lis un article d'Einstein, je trouve que c'est tellement limpide que c'est extraordinaire. Et puis, par ailleurs, John Bell, sans John Bell, je n'aurais pas fait ces expériences, je n'aurais certainement pas connu le prix Nobel, l'Académie des sciences, l'Académie française, etc. Et alors, justement, sur votre épée, il y a quoi d'autre ? Alors, sur mon épée, il y a un certain nombre d'éléments qui rappellent que je suis un opticien. Par exemple, il y a un cristal qu'on appelle un spat d'Islande qui décompose la lumière en polarisation. Or, les mesures de polarisation, c'était important. Mais si je le posais sur le papier qui est devant vous, là, on verrait que ça dédouble le papier. Donc, il y a le phénomène de double réfraction. Il y a des cristaux... Quand vous dites un opticien, c'est au sens de la physique optique ? Oui, mais oui, pas des lunettes, non. Opticien au sens de maîtrisant les techniques expérimentales de l'optique. J'adore les techniques expérimentales de l'optique. D'accord. Il y a des barreaux de rubis parce que j'ai utilisé plusieurs lasers dans mon expérience et le premier laser qui ait jamais été mis en œuvre était basé sur du rubis. Donc il y a des barreaux de rubis artificiels, hein, c'est pas cher, mais ça encore, il y a le côté joaillier dans le rubis et le côté c'est la physique du laser. Un détail peut-être amusant, l'épée est réalisée dans un métal qui s'appelle l'invar. L'invar, son nom, invar, veut dire invariable lorsque la température change. C'est un métal qui a la propriété de ne pas se dilater pratiquement quand vous le chauffez. C'est très important pour les instruments d'optique, parce que si la température change dans la pièce, il ne faut pas que les instruments se dérèglent. L'invar a été inventé par un Suisse, dont le nom m'échappe en ce moment, qui a eu le prix Nobel pour l'invention de l'invar en 1920. D'accord. Et donc, voilà, l'épée est faite en invar. Et j'oublie... Ah, si, un détail très important. La garde de l'épée est une ellipse qui rappelle les trajectoires des planètes et des astéroïdes. Et j'ai gravé 2 numéros à l'intérieur. Le numéro de l'astéroïde attribué à mon professeur de physique, Maurice Hirsch. J'ai réussi à lui faire attribuer un astéroïde à Maurice Hirsch. Et puis le deuxième, c'est le mien, parce que quelqu'un a donné mon nom à un astéroïde. Un astéroïde aussi. Et donc les 2 numéros gravés rappellent qu'il y a 2 astéroïdes, un pour Maurice Hirsch en particulier, et j'aime beaucoup la citation pour Maurice Hirsch, c'est moi qui l'ai énoncé, c'est pour Maurice Hirsch et tous les professeurs de physique qui ont su donner à leurs élèves la passion de la physique et de la chimie. Ah, c'est beau, voilà. C'est beau. Alors, il est arrivé le temps de ma dernière question, et elle est rituelle. C'est une question sur les billets d'euros. Alors, vous connaissez bien entendu les billets d'euros, vous en avez peut-être usage quand même de temps en temps. Oui, plus beaucoup. Maintenant, j'utilise les moyens électroniques. Alors bon, vous savez quand même que dessus sont représentés des arches et des ponts qui n'existent même pas dans les pays. Et
Il paraît que ça va changer. Christine Lagarde, à la Banque Centrale Européenne, a dit qu'elle envisageait de mettre quand même des figures historiques ou des paysages qui existent vraiment, des monuments. Si vous, Alain Aspect, vous aviez à suggérer une personnalité historique à mettre sur les billets de 20 €, laquelle serait-elle ? Bon, alors ça dépend si je prends ma casquette de scientifique ou ma casquette Vous avez le droit aux deux. De culture. Et oui, je suis dans les deux académies, Académie des sciences et Académie française. Alors commençons par la culture scientifique. Par la culture scientifique, pour moi, il y a vraiment aucun doute, c'est Einstein en premier. Galilée aussi. Pour moi, Galilée fait partie de l'un des très grands. Alors, j'ai failli dire Newton, mais les Anglais, ils sont pas... Les Anglais, ils reviendront, paraît-il. Bon, sinon, on pourrait mettre Newton aussi. Galilée, alors, vous dites... C'est parce que Galilée a totalement rompu avec la façon de penser. Non, c'est pas à cause et pourtant elle tourne. Il a totalement rompu avec la façon de penser d'Aristote. Aristote avait un gros intérêt, c'est qu'il avait posé les bonnes questions, mais ses réponses étaient nulles sur le plan de la physique. Par exemple, Aristote disait « Pourquoi est-ce qu'un corps tombe ?» Et il répondait « Parce que son lieu naturel est le bas ». Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Tandis que Galilée a compris que la bonne question à se poser, c'est « Comment un corps tombe-t-il ?» Et on va arriver à écrire une équation mathématique qui montre que la vitesse croît au fur et à mesure de la chute et donc c'est un mouvement accéléré. Et par ailleurs, Galilée invente la notion d'expérience de pensée. C'est-à-dire, il dit, si je lance une bille face à un plat incliné qui remonte un petit peu, elle va à une certaine distance. S'il remonte un peu loin, elle va encore plus loin. Et s'il remonte pas du tout, ça va aller à l'infini. Ça, c'est une expérience de pensée. Et c'est grâce à cette expérience de pensée qu'il comprend ce que n'avait absolument pas compris Aristote, c'est que si on lance un corps et qu'il n'y a aucune force qui le retient, il va continuer indéfiniment. Alors qu'Aristote pensait que pour avancer, il fallait tirer en permanence sur le corps. Donc Galilée représente une rupture complète. C'est vraiment l'émergence de la façon moderne, de la physique moderne, Galilée. C'est une révolution épistémologique extraordinaire. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit Einstein et Galilée avec votre casquette de scientifique. Voilà. Alors, voilà. Et donc, pour les autres, je ne sais pas, moi, on va citer Victor Hugo, Goethe. Bon, Shakespeare, non, à cause des Anglais, qui ça, à cause du Brexit. Non, mais voyez, on peut aller dans... Puis Léonard de Vinci. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Tous ces gens-là sont des gens tellement merveilleux. Et donc, il faudra quand même faire plaisir un peu à plusieurs pays. Léonard de Vinci, l'avantage, c'est qu'il fait plaisir à la fois aux Italiens et aux Français. C'est pas mal. Peut-être on le retiendra alors. Merci beaucoup, Alain Aspect. Merci pour le temps passé. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur vos plateformes habituelles de podcast et de vidéos. Cette première saison des grands entretiens d'Anne Rosenchère s'interrompt pour quelques semaines. Rendez-vous à la rentrée.